Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du podcast Trends Bourse. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'être accompagné par Guy Legrand. Bonjour Guy. Bonjour Gaël. Alors cette semaine, pour commencer, revenons sur les chiffres d'inflation aux États-Unis. C'est une inflation qui est quand même en fort recul, ce qui a eu une belle influence sur les marchés et même en Belgique. Mais oui, absolument, on a un peu de recul maintenant, donc on peut y revenir à tête reposée. L'inflation du mois d'octobre aux États-Unis est revenue à 3,2%, 3,24% pour être précis. On vient de 3,7 en septembre, donc belle chute. Ce n'est pas un repli, c'est une chute de l'inflation. Et ce qui est très important dans le cas des États-Unis, donc, c'est qu'en fait, cette inflation avait repris du poil de la bête en été, d'où une certaine inquiétude, évidemment. On avait reculé donc de 6% en février à moins de 3% en juin, merveilleux, et puis 3,2% en juillet, 3,7% au mois d'août et en septembre. Forcément, les investisseurs se demandent un petit peu ce qui se passe. Donc, cette rechute à 3,2% en octobre est vraiment une très bonne nouvelle. La hausse de l'inflation en été est peut-être considérée comme un incident de parcours. Et belle influence sur les marchés, comme vous l'avez dit. Le jour même, Wall Street grimpe de 1,9%. En Europe, le stock 600 de 1,3%. Ce qui n'est pas mal non plus. Et même en Belgique, plus encore, 1,8 pour le Belvin. Grâce à qui ? Grâce à Edifica et Cofinimo, bien sûr, nos cires nationales et qu'on aime beaucoup ces derniers temps. J'ajoute tout de même une petite chose, c'est que très curieusement, ce sont les grosses PME qui ont le plus profité de ça aux États-Unis. L'indice Russell 2000, qui est fort suivi là-bas, qui est assez mal connu, voire inconnu de ce côté-ci de l'Europe, de l'Atlantique, pardon. En tout cas, des investisseurs privés, a bondi de 5,4%. Donc les PME américaines, ce sont elles qui en ont le plus profité. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui achète des PME américaines ici. C'était juste pour la beauté du geste que je citais ce chiffre. Alors tant qu'on est dans les chiffres justement et qu'on parlait là des États-Unis, revenons un petit peu en Europe où là aussi le recul de l'inflation finalement est quand même marqué. Et en Belgique, on pourrait même utiliser le mot déflation. Mais oui, c'est un chiffre qui est tombé tout récemment. Là, c'est assez étonnant. C'est vrai, premièrement, rappelons que l'Europe aussi connaît une très forte baisse de l'inflation. On est à 2,9% en octobre, 4,3% en septembre, la différence est énorme. 5,2% en août, la différence est colossale. On vient de 10,6% en octobre 22, 10,6, 2,9, ça s'appelle une chute. En Belgique, nous avions les chiffres belges déjà, puisqu'ils sont publiés avant la fin du mois concerné. On avait chuté, c'est le même mot qu'il faut utiliser, de 2,4% en septembre à 0,4% en octobre. Et puis alors, plus récemment, ce sont les chiffres de l'Europe qui sont tombés, le calcul de l'inflation suivant les normes européennes. Et là, on est revenu de plus 0,7 à moins 1,7. Donc, en abusant un peu des termes, on pourrait dire que la Belgique, effectivement, est en déflation. Ça paraît un peu surprenant. Alors certains diront, voilà une belle illustration de l'adage suivant lequel on fait dire aux chiffres tout ce qu'on veut. Non, ceci est fait très sérieusement, donc on ne tombera pas dans ce travers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, même si l'on calcule de manière très sérieuse, il y a souvent plusieurs manières de calculer, et donc on peut arriver à des résultats très différents. Et quand on cite un chiffre, il faut savoir duquel on parle évidemment, sous peine de se mélanger les pinceaux. Alors c'est vrai qu'on l'a régulièrement évoqué dans ce podcast, l'importance pour l'investisseur de suivre très près finalement les évolutions, les réactions de marché aussi. Aujourd'hui, comment se positionne, que doit penser l'investisseur face à ces chutes d'inflation un peu partout dans le monde ? Mais oui, c'est vrai qu'il doit les suivre de près, puisque comme on vient de le voir, c'est pas seulement un chiffre macroéconomique auquel l'investisseur en action pourrait ne pas s'intéresser. Non, il doit s'y intéresser, il doit suivre, vu que, comme on l'a vu, ça induit des changements de comportement, ça a une influence importante sur les marchés. Donc oui, il faut suivre de très près dès l'instant où on est un investisseur actif. D'ailleurs, on ne peut que conseiller à un tel investisseur de suivre ses actions tous les jours.
pour se rendre compte qu'il y a éventuellement un problème, une bonne ou une mauvaise nouvelle, si le cours bouge de 5%. Par contre, j'ajouterais quand même à l'attention des investisseurs plus débutants, c'est pas la peine non plus de s'affoler parce qu'une action perd 0,8% sur une journée. Que s'est-il passé ? Il s'est peut-être rien passé du tout, sinon qu'il y avait un peu plus de vendeurs que d'acheteurs, comme on dit familièrement. Suivre de trop près n'est pas nécessairement indispensable, et je garde toujours en mémoire ce reportage d'un journaliste américain qui avait été interviewé Warren Buffett, l'investisseur le plus brillant et le plus célèbre du monde. Il était très étonné de voir que dans son bureau, Warren Buffett n'avait pas d'écran boursier. Il y en avait bien sûr dans les bureaux au sens large. Ses collaborateurs suivaient la bourse tout le temps. Lui ne regardait pas la bourse à longueur de journée. Bien au contraire. Il ne faut pas se faire de la bille pour rien. Donc. Absolument. Dans un deuxième sujet sur lequel j'aimerais bien revenir, un sujet d'actualité économique, c'est celui du soutien que l'Allemagne a apporté à Siemens Energy. Et c'est un secteur de renouvelables qui est pourtant vraiment à la mode. Alors pourquoi ce soutien ? En fait, c'est un secteur à la mode, mais qui marche mal. On développera un petit peu ça, si vous permettez. L'action Siemens Energy a bondi de 22% la semaine dernière. Très bien, bravo. Pourquoi ? Parce que l'État allemand va soutenir le plan de sauvetage de l'entreprise en garantissant ses prêts. Alors, quand on dit plan de sauvetage, on comprend qu'en réalité, ça ne marche pas si bien que ça. Et effectivement, ça marche très mal. Simplement pour vous donner une idée de l'évolution du cours, c'est au mois de juin que le cours de Siemens Energy s'est effondré de 37% sur une journée. Fin octobre, il avait même baissé encore de moitié à 7 €. Il est aujourd'hui à 12 €, donc c'est beaucoup mieux. Mais enfin, quand on sait qu'on vient de plus de 23 € en juin, on comprend qu'il y a un très gros problème chez Siemens Energy. Et qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, Siemens Energy, qui est, on l'imagine, une filiale du groupe Siemens, un groupe axé sur l'électricité, donc, mais filiale à hauteur d'un quart seulement d'ailleurs, Siemens Energy construit des centrales, en particulier thermiques, mais il est aussi dans le renouvelable au travers de sa filiale Siemens Gamesa, qui résulte de la fusion de ses filiales avec des entreprises espagnoles, soit. Et chez Gamesa, c'est la gamelle, si vous me passez ce jeu de mots un peu facile, c'est une catastrophe absolue que cette année 2023, en janvier, Siemens Gamesa a annoncé, a prévenu que l'entreprise avait des problèmes de qualité sur ses éoliennes. Ils sont revenus à la charge en juin en disant qu'ils avaient des très grands problèmes de qualité sur leurs éoliennes. Et du coup, je résume, ils prévoient pour cette année une perte de 4,5 milliards, ce qui, chez Siemens Energy, la maison mère, se traduira par une perte de 5 milliards. Donc on comprend qu'effectivement, ils aient besoin d'un plan de sauvetage quand ils sont dans le rouge à ce point-là. Alors je me demande quand même, parce que l'air de rien, le renouvelable est un secteur, on l'a dit, à la mode, voire même un secteur d'avenir. Pourtant, si on s'intéresse un peu à l'actualité de ce genre d'entreprise, j'ai pas l'impression que Siemens soit la seule à rencontrer des difficultés. Mais non, loin de là. D'ailleurs, son confrère Vestas, qui est le géant danois des éoliennes, a récemment vu son cours rebondir de l'ordre de 180 couronnes danoises venant de 140. Oui, mais au sommet, en janvier 21, c'était 300. Donc on est à la moitié. Le secteur, en fait, green, le secteur des énergies renouvelables, est véritablement sinistré. Et un autre exemple pour sortir de l'éolien, c'est l'hydrogène, ce fameux hydrogène promis à un avenir superbement brillant. La société américaine Plug Power vient la semaine dernière de lancer un avertissement. Gros problème d'approvisionnement, ça ne va pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on espérait. Conclusion, le 10 novembre, sur une journée, le cours a chuté de 40%, excusez du peu. Et il n'y a pas que Plug Power, juste un étalon de valeur pour illustrer le propos. J'ai pris l'ETF, donc le Invesco Wilder Hill Clean Energy. ETF, donc qui permet d'investir de manière passive sur toute une flopée de titres. Cet ETF a 77 actions en portefeuille. Sur les 3 derniers mois, 76 sont en baisse. Il n'y en a qu'une qui tire son épingle du jeu. Le cours est actuellement de $27, venant de 47
45 il y a un an, et le sommet de février 21 était de 130, donc cet ETF a perdu 80% de sa valeur. Le secteur green est un secteur absolument au 36e dessous, contrairement à l'énergie et à l'armement des secteurs ONI qui brillent depuis l'an dernier. Bon, voilà. C'est pas moral, mais c'est comme ça. On va quand même s'intéresser un instant avec le côté positif. Il y a effectivement des valeurs qui se portent moins bien que d'autres. Il y en a qui vont assez bien. C'est le cas pour EVS, qui vient de confirmer finalement la belle année 2023. Mais oui, absolument. EVS a fait le point sur son 3e trimestre, sans donner de chiffres. Pour rappel, une entreprise ne doit pas donner de chiffres tous les trimestres. Et c'est la confirmation du premier semestre. Oui, nous aurons bien un chiffre d'affaires sur l'année de 160 à 170 millions. Oui, la marge brute continue d'évoluer favorablement. Quant aux résultats d'exploitation, les l'EBIT, il se situera plutôt dans le haut de la fourchette qu'on a donnée, soit en direction des 38 millions d'euros. Le premier semestre, donc, avait déjà été très bon. Les analystes et les commentateurs avaient salué ces chiffres des 6 mois, chiffre d'affaires en hausse et de 29%. C'est la première fois que ce chiffre d'affaires monte une année impaire, c'est-à-dire sans grands événements sportifs. La marge EBIT, donc résultat d'exploitation, qui avait chuté en 22, a repris une belle allure, et grâce notamment au succès de la politique nouvelle d'EVS qui vend des solutions, c'est un terme à la mode dans les entreprises, mais des solutions plutôt que du matériel, du hardware. On a eu une belle illustration encore de cette inventivité, et on en a parlé, sauf erreur, sur Canal Z, n'est-ce pas, lorsque la société a présenté son alliance avec Orange pour produire de l'audiovisuel via la 5G. Donc EVS marche bien, on le savait et on l'a confirmé, c'est merveilleux. Les analystes traduisent comment ces bons résultats ? Mais les analystes, ils ne sont pas très nombreux, il y en a 3 ou 4 qui suivent vraiment la valeur de près, tous sont à l'achat. Ce qui est amusant de noter, c'est que EVS a connu des temps plus faibles aussi. Début 2021, les analystes avaient abaissé leur objectif de cours à 16 €. Fin de l'année, il avait remonté à 27 €. Donc, c'est aussi un petit peu chahuté comme titre. Et aujourd'hui, donc depuis le mois d'août déjà, après la publication des résultats semestriels, leur objectif est de 31 €. Nous sommes bien d'accord avec ça, 31, voire 32, voire 33. EVS est vraiment une belle valeur qui présente en plus un risque assez faible. Si on doit faire un petit résumé, parce que j'imagine l'investisseur, il doit quand même se faire des cheveux blancs avec ces chiffres d'inflation qui évoluent dans tous les sens, avec ce secteur d'avenir qu'est le renouvelable et qui pourtant ne tire pas le marché comme on l'espérerait, avec des valeurs qui se portent très bien comme EVS finalement. Vers quoi se tourne l'investisseur cette semaine ? Mais l'investisseur, je dirais, d'abord ne doit pas nécessairement se tourner vers ce qui est à la mode, vers ce qui est présenté comme l'avenir. Il faut quand même en voir un peu la concrétisation. Comme je le disais, le secteur green, on va l'appeler comme ça, pour simplifier, est au 36e dessous. C'est une catastrophe absolue depuis l'année passée, depuis 2022. Et ce sont les secteurs maudits qui sont au contraire en haut sur le podium. Donc attention, ne pas suivre les modes, mais suivre les chiffres, suivre les bonnes nouvelles. Une première chose. Et alors, deuxième chose, faire la différence entre les technologiques qui se portent bien et les valeurs prometteuses, soi-disant, mais spéculatives. EVS, et on peut la considérer comme une valeur de fonds de portefeuille, même si ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais contraste saisissant avec une autre valeur technologique wallonne qui est IBA, qui est très prometteuse aussi, qui a une technologie merveilleuse. C'est plus pointu, peut-être, diront certains, encore que VS. Mais oui, mais IBA est à la peine, ça a été très mal voici quelques années, ça s'est effondré. Oui, ça va mieux, les commandes affluent. Mais bon, on attendra quand même pour acheter, l'investisseur, disons, qui aime la sûreté, attendra quand même pour acheter IBA que ça devienne une EVS, c'est-à-dire une entreprise rentable et non plus une ASBL comme elle l'est depuis quelques années. Par contre, le spéculateur pourra peut-être s'y intéresser en sachant que cette valeur ne va pas monter le jour où ça ira bien, mais le cours va exploser, ça peut doubler, IBA bien sûr. Mais c'est très spéculatif et EVS et IBA sont deux choses différentes. L'investisseur doit absolument faire la différence entre les valeurs sécurisantes et les valeurs spéculatives.
Donc si je comprends bien, comme disait ma grand-mère, n'écoute pas ce qu'on dit, regarde ce qu'on fait, on s'intéresse aux chiffres plutôt qu'à la réputation. Votre grand-mère avait parfaitement raison, elle a tout compris. Merci beaucoup Guy pour tous ces conseils et ces analyses. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Absolument. Au revoir. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Qui-Trade Bank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle. Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast Trend Tendance Bourse. Dans le podcast de la semaine dernière, nous avons brièvement évoqué l'éventuel danger auquel les marchés boursiers pourraient être confrontés en 2024, voire dans les années à venir. Ces dangers sont notamment liés à la corrélation très étroite entre la performance des marchés boursiers internationaux et la masse monétaire, c'est-à-dire les liquidités qu'injectent les banques centrales dans l'économie sur les marchés financiers. Depuis de nombreuses années, et surtout à partir de 2009, les banques centrales n'ont cessé de procéder à des injections massives d'argent, ce qui a bien sûr eu un impact positif sur les rendements des investissements en actions. Nous constatons cependant que depuis 2022, les banques centrales retirent mois après mois des liquidités et ces opérations pourraient avoir comme conséquence une plus grande volatilité des marchés d'actions dans l'avenir. Nous avons également dans le podcast de la semaine dernière abordé la question relative à la période d'assouplissement monétaire qui pourrait bien évidemment représenter un danger pour les investisseurs. Comme vous le savez, en 2022-2023, la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine ont revu leur taux d'intérêt à court terme fortement à la hausse afin de contrer l'inflation et l'amener à des niveaux plus faibles. Il est actuellement évident que nous nous trouvons aussi bien en Europe avec la Banque centrale européenne qu'aux États-Unis avec la Banque centrale américaine, la Fed, dans une période de pause monétaire, ce qui a certainement soulagé à court terme les investisseurs en actions et en obligations. Nous avons la semaine dernière assisté à la présentation de l'économiste en chef d'Amundi, qui se trouve en Belgique. Dans sa présentation, il évoquait le fait qu'il s'attend à un assouplissement monétaire pouvant aller jusqu'à 150 points de base aux États-Unis à partir du second semestre 2024. Chose que nous trouvons assez normale, mais ce qu'il faudrait retenir est que si l'on examine les périodes d'assouplissement monétaire dans les passés, elles vont généralement de pair avec une plus grande volatilité sur les marchés boursiers internationaux. Nous ne pouvons certainement pas aujourd'hui affirmer que nous n'avons pas un consensus sur les marchés financiers d'une baisse de taux d'intérêt de 150 points de base ou un assouplissement monétaire de 150 points de base l'année prochaine. Toutefois, nous restons persuadés que beaucoup d'investisseurs économistes y sont convaincus car la Fed comme la Banque centrale européenne ont fortement relevé leur taux d'intérêt à court terme. Actuellement, nous observons clairement des signaux indiquant les refroidissements de l'économie et naturellement, les spéculations sur une période d'assouplissement monétaire vont bon train et c'est assez dangereux car si l'on regarde dans le rétroviseur, les cycles des réductions des taux d'intérêt en 2000, 2007 et récemment aussi avec le Covid avaient déclenché des sérieuses corrections boursières. Notre intention, bien évidemment, n'est pas d'effrayer les investisseurs, mais il faut cependant savoir rester réaliste. Nous pensons que nous nous dirigeons certainement vers une période d'assouplissement monétaire, probablement vers la fin 2024, mais en tant qu'investisseur et certainement en tant qu'investisseur en action, vous devez garder à l'esprit que cela pourrait entraîner une période de forte volatilité et des corrélations sur des corrections, devrais-je dire, sur les marchés d'actions internationaux. Pour conclure, une période d'assouplissement monétaire pourrait certainement entraîner une grande volatilité sur les marchés des actions. Restez donc très attentifs à l'arrivée de cette période et si vous constatez que de plus en plus d'analystes économistes commencent à se prononcer sur la baisse des taux en Europe et aux États-Unis, alors soyez un peu plus vigilants dans la gestion de vos portefeuilles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Qui-Trade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.